Allez. Merci de choisir Perfect Télévision. Vous êtes dans Opinion Croisée, madame, monsieur. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Comme promis, annoncé la semaine passée, l'édition d'aujourd'hui sera consacrée à l'Est de la République démocratique du Congo. Cette partie a été, durant des longues années, j'ai bien dit, des longues années, victime d'insécurité, de tout. Les gens meurent tous les jours là-bas, ça continue jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, des visages emblématiques sont même nés dans la bataille, en fait, de soit rétablir la paix, soit accompagner les victimes des violences sexuelles et autres. Et parmi eux, les plus célèbres, le docteur Denis Mukwege, que nous saluons son combat en passant. Mais l'émission ne sera pas consacrée à lui. L'émission sera consacrée au bilan de l'Est de la République démocratique du Congo. Et ici, sur ce plateau, avec mes invités, nous allons en parler parce qu'ils connaissent très bien la situation de l'Est. Et tout récemment, il y a eu un carnage. On a enregistré, selon la société civile et selon un communiqué de la Cour pénale internationale, plus de 111 morts. Mais selon le rapport local, c'était au moins 45 ou 50 morts, si je ne me trompe pas. Il y a eu une mission gouvernementale conduite par le VPM de l'Intérieur et celui de la Défense, accompagné de quelques ministres. Jusque-là, on n'en parlait presque plus. Mais un autre fait majeur, c'est en fait les derniers déplacements de Vital Kamerhe à Bukavu, un des leaders de l'Est. Il a été hué par la population. Je crois que c'est lié à ce qui se passe au meurtre qu'il y a dans l'Est de la RDC. Je reçois tout de suite Pascal Oonje. Il est journaliste et il est très bien outillé sur l'affaire de l'Est. Bonjour. Bonjour Merveille, bonjour à nos différents téléspectateurs, bonjour également à mon co-débatteur, même si vous ne l'avez pas encore présenté, mais j'anticipe. Oui. En tout cas, merci pour l'invitation, rendez-vous respecté. Avant qu'on aborde la question, j'ai souhaité que j'évoque une question qui semble être un peu inaperçue. Allez-y. Je ne sais pas si c'est par peur ou comment. La question en rapport avec les kidnappeurs qu'on avait arrêtés. Oui. Et nous suivons leurs déclarations à partir de la prison centrale. Ils citent certaines autorités policières, judiciaires, mais curieusement, je ne constate pas de réaction des autres autorités pour qu'on tire au clair qu'est-ce qui s'est passé effectivement, parce que de telles affirmations, de telles allégations, je crois que ce n'est pas de l'Ixenihil ou comme ça qu'il avance. Ils ont plutôt été envoyés à la prison d'Indolo. Alors, on nous apprend même qu'il y a une dame qui, visiblement, nous avions vu ici, condamnée, tout ça, qui serait aujourd'hui en Afrique du Sud. Alors, si toutes ces informations sont vraies, je pense qu'il est intéressant, il est important en même temps que on ouvre l'œil et les bons et qu'on dise aux Congolais qu'est-ce qui se passe exactement. On ne peut pas arrêter les mini-frétins et les instigateurs, les vrais responsables dehors. Les laisser comme ça. Alors, si on peut ouvrir le dossier correctement pour que les vrais responsables soient également interpellés, je pense que ce serait une bonne chose. Merci beaucoup. Éric Bisselou, vous avez aussi un dossier, un biscuit, je ne sais pas, un foufou ou un bonbon, avant de commencer. Bonjour, merci pour l'invitation. Je réitère. Je rappelle que vous êtes porte-parole du regroupement ACRN, Alliance Congolais pour la Fondation de la Nation, qui soutient les valeurs portées par le prix Nobel de la paix, qui est docteur, qui est professeur également, Denis Mukwege, et dont les mamans se sont cotisées depuis plus d'une année pour pouvoir le promouvoir à la candidature à la magistrature suprême. Et là, nous nous félicitons parce que on sent dans cette candidature un souhait populaire et que nous avons décidé d'accompagner cette révolution. C'est une révolution en termes d'idées parce que c'est la première fois que nous allons voir quelqu'un qui vient d'un milieu totalement différent, scientifique, et
être propulsé à la présidence de la République avec la population comme soubassement réellement. Donc c'est vrai que moi, ma préoccupation, je n'ai pas réellement busqué. C'est vrai que faisant part de cette préoccupation, nous en avions eu hier avant dans un débat, dans une chaîne concurrente. Et oui, ça fait partie de ces inquiétudes. Et nous allons nous poser des questions, notamment, je reviens à ma question, si nous avions un ministre de la Justice, est-ce que les choses se passeraient comme ça? Si nous avions un ministre de la Justice, est-ce que le chef d'État regretterait d'avoir déclaré que la justice a échoué dans notre pays et qu'elle n'élève pas la nation comme elle devrait? Si on avait un ministre de la Justice, est-ce que nous aurons 94% des prisonniers à CPRK qui seraient là sans jugement, à attendre ou bien à vivre comme s'ils étaient abandonnés, comme s'ils étaient déjà coupables? Donc c'est un peu toutes ces questions qui font également que s'il y avait un ministre de la Justice, on serait peut-être dans un état un peu plus sécuritairement fiable et serein. Donc en tout cela, nous souhaitons juste que nous qui participons à ce genre de réflexion, nous apportions notre pierre à l'édifice de la République démocratique du Congo. Moi, les individus ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, ce sont des idées, ce sont des projets de société, ce qui pourrait faire changer la base de notre société, que nous améliorons les conditions de vivre et la sécurité des Congolais partout, surtout sur le territoire national. Merci. Merci beaucoup. Alors, on peut aborder les sujets tels qu'annoncés. Je commence par vous, Pascal Ondje. La situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. On commence par la situation actuelle pour rentrer en arrière. Il y a eu carnage, il y a eu massacre, peu importe le mot que vous allez utiliser, plus de 101 morts selon la Cour pénale internationale, parce qu'il y a eu un rapport de la CPI, mais selon le gouvernement congolais, il y a eu plus de 45, je crois, ou 50 et quelques morts, si je ne me trompe pas. Il y a également le chef de la secte, qui est Bissimois, si je ne me trompe pas, qui est en prison aujourd'hui. Et ses biens ont été pillés par la garde républicaine. Les images sont là. On a vu des militaires piller des moutons, prendre des moutons, des chèvres, etc. Un petit commentaire sur ce dossier-là. Pas un petit commentaire, un commentaire. Un grand commentaire, voilà. Non, moi, je pense que pour une bonne structuration du débat, il est bon qu'on explique les causes de l'instabilité à l'Est. Pourquoi nous avons ces instabilités? C'est alors que nous allons chuter jusqu'à comprendre pourquoi les Ouazalendo, n'est-ce pas, se sont constitués en groupe de résistance. Là, ça va permettre la compréhension. Mais si nous partons des Ouazalendo pour finalement aborder la cause, on risque d'embrouiller un peu les gens. Oui, je veux dire ceci si sur vous la question de permettez, l'Est. Oui. si vous permettez, vous allez utiliser votre méthodologie, libre à vous. C'est même ça les débats. On n'oriente pas les Je comprends. Mais seulement... Qu'on me comprenne, parce que on est entre journalistes aussi, ça passe comme ça. Oui. Et, vous savez, ce n'est pas aisé. Ça n'a jamais été facile de poser la problématique. Oui. La problématique, c'est une partie très complexe dans l'élaboration du travail. Ok. Lorsque vous ratez la problématique, et parfois, même les conclusions peuvent être erronées. Oui. Parce que de la réponse provisoire que vous allez donner, vous allez la confirmer finalement à la fin, après analyse du contenu. La question de l'Est, il est vrai, dans le passé, on ne peut pas aller dans le passé très lointain. Mais je vais partir de la fin Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Nous allons nous en souvenir qu'à l'entrée de la FUDEL, nous avons commencé à connaître des vraies perturbations à la partie Est. Pourquoi? Parce qu'il y a eu entrée des non-Congolais qui ont accompagné certains Congolais jusqu'à avoir le pouvoir. Spécialement ici, les Rwandais et un peu les Ougandais. Mais en tout cas, c'est les Rwandais. Et on aura ici les non-Congolais occupés de hautes fonctions. Oui. De James Kabarebe et le reste. Et finalement, il y a eu éveil de conscience. On va vouloir se séparer avec eux, ils vont repartir.
Ils repartent, ils ne sont pas partis pour toujours. Ils sont encore Ils vont maintenant se constituer en un autre groupe pour venir perturber le fonctionnement des institutions. Ce groupe, on va l'appeler le RCD. Oui. Ils vont rester pendant longtemps. Ils vont occuper des espaces. Tout le prétexte que le Rwandais a avancé hier n'a pas été résolu. Et pourtant, c'est les mêmes Rwandais qui occupaient beaucoup d'espace. Le prétexte est contre les FDLR, par exemple. On va avancer. Finalement, nous aurons un cadre d'échange. Naïvement, nous autres là, nous allons accepter en Afrique du Sud pour les intégrer dans les institutions, occuper d'autres fonctions une fois de plus. Ils vont occuper d'autres fonctions. Il y a même eu un vice-président de la République qui est originaire. Parce qu'il faut toujours penser comment atteindre l'objectif. Les uns vont rester dans les institutions, les autres vont prendre les armes. On connaîtra maintenant cette fois-là l'Nkunda avec le CNDP. Oui. 2007 jusqu'en 2009, nous aurons l'accord, le gouvernement de la République démocratique du Congo. À l'époque, dans sa tête, le président Joseph Kabila vont s'entendre pour qu'on trouve un cadre d'échange. On va échanger avec ces gens-là. C'était à quelle date? C'était le 23 mars 2009. On prend l'accord. Quand vous lisez l'accord, vous allez comprendre entre les lignes comment indirectement on a pu céder même certaines parties de notre pays. On exigeait le retour des réfugiés. Quand vous cherchez les réfugiés, vous allez comprendre, on tombe dans la politique de la déportation. C'est les non-congolais qui pouvaient revenir au Congo. On va évoquer la question de l'espace neutre pour que tous les différents coins viennent maintenant exploiter nos minéraux, prétexte pour permettre le développement et éviter des guerres. On va évoquer plutôt, en tout cas, l'intégration dans les institutions de ces animateurs, les militaires dans les institutions militaires, les politiques dans les gouvernements, ainsi de suite. Les débats vont continuer. Certaines dispositions seront respectées, d'autres non. Oui. Ils vont évoluer. On arrive en 2011. On va aux élections. Au début de 2012, après les proclamations des différents résultats, ils vont encore réapparaître cette fois-là pour réclamer le respect de l'accord signé le 23 mars 2009. Et ils vont se dire, nous sommes le mouvement du M23. Ils vont encore attaquer jusqu'à prendre Goma. Là, souvent nous oublions. Jusqu'à prendre Goma, 2012. Et jusqu'en 2013. C'est simplement en 2013, définitivement, c'était le 12 décembre 2013, après les signatures de la déclaration, sinon des déclarations de Nairobi, oui. Et c'est alors que on aura l'assemblant d'accalmie. Mais le problème était latent du fait que cette déclaration, nous l'avons signée devant le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Vous lisez notre constitution, elle vous dira, les accords et traités signés à l'international ont une prédominance sur notre constitution. Oui. La République démocratique du Congo, à son temps, va trouver un prétexte. Il va dire, nous ne signons pas l'accord, nous ne signons pas le traité, mais nous faisons des déclarations. Mais des déclarations avec des signatures, des déclarations avec des compromissions. Donc, ça a été un accord voilé. On va évoluer. Vous allez voir le président Tshisekedi au pouvoir. On va revenir avec les mêmes textes. C'est là où les naïfs disent que Tshisekedi a négocié avec le M23. Non, le dossier en question, c'est lui qu'on avait signé à Nairobi, devant le secrétaire général des Nations Unies, on met sur la table du président Tshisekedi. Voilà, nous avons signé des accords. Vous lisez votre constitution. Maintenant, il faut le respecter. Il a pris, il a bien voulu comprendre. Il a échangé avec eux pour comprendre. Lorsqu'il a compris qu'on avait hypothéqué le pays, il a dit stop. Et, excusez, en mettant stop, ils vont repartir pour pousser encore la pression, tout en prenant les armes et occuper encore des espaces en République démocratique. Et de ceux qui disent qu'il est un 23 a été invité logé ici à Kinshasa, dans les hôtels ici, par Tshisekedi. En tout cas, mais c'est ça que je vous explique. Existe, et permettez que je termine, et que les M23, à un certain moment, étaient sous-traités
Je veux bien dire sous-traité par les régimes. Je ne sais pas qu'est-ce que vous comprenez sous-traité. Et le CNDP à l'époque était venu ici. Oui. S'est transformé en parti politique. Oui. Membre de AMP à l'époque avec Kouya Diallo. Même les M23 aussi, vous le savez. Excusez, M23 n'est jamais, si jamais moué en parti politique, M23 clairement comme ça. Je parle de CNDP. Oui. Et ça a été une stratégie parce qu'on s'est mis d'accord à son temps avec l'accord du 23 mars. Mais dans le cas du président Tshisekedi, c'est que il était devant un vrai fait accompli du fait qu'il y avait un texte signé à l'international qui liait la République démocratique du Congo. Devenu président, en tant que président, il était obligé de trouver solution à la question. Et lorsqu'il aura lu le texte, lorsqu'il a compris les contours et les dangers des dispositions des différents textes en question, après échange aussi avec les mêmes qui faisaient pression, il a estimé que ça n'allait pas. Et c'est dans ça n'allait pas là qu'ils vont, une fois de plus, repartir et prendre les armes. Aujourd'hui, ils sont dans nos terres. C'est cela la réalité. Oui, alors maintenant, parce que vous avez cité la première partie. Oui. Cette explication, j'ai bien voulu la donner. Pourquoi? Parce que il faut que les gens comprennent d'où nous sommes partis. Et vous allez vous rendre compte que nous aurons, le 24 février 2013, nous allons signer l'accord cadre d'Addis Abeba. Oui. Et c'était le 5 novembre. Nos militaires vont gagner la guerre. C'est comme ça qu'on a dit. Avec le 11 novembre 2013, nous irons à Kampala pour signer l'accord. Oui. Et vous allez vous en souvenir, à l'époque, avec les Christian Badibangui et beaucoup de gens, les sénateurs, les députés, étaient partis. Ils ont fait pratiquement au moins une année d'échange. Et le 11 novembre, il fallait signer la déclaration. Après avoir vaincu le 23, et le 1-23, et la RDC commençait maintenant à se rebiffer. Mais le texte était déjà sur place. Alors, et c'est comme ça que, même lorsqu'on parle d'avoir gagné le 1-23 à son temps, il faut situer la question dans le contexte. Le contexte a été d'abord, après avoir signé, n'est-ce pas, l'accord cadre sur la paix d'Addis Abeba, le 26 février 2013, et qui a poussé, parce qu'on avait créé d'ailleurs ici une commission qui existe déjà, le suivi de l'accord, et les différents pays commençaient maintenant à échanger, et c'est comme ça que le 1-23 va se fragiliser, et cette fois-là, nous avons gagné. C'était dans ce contexte-là. Et voilà pourquoi il y a eu certains Congolais, et c'est là où vous évoquez Ouazalendo. Oui. Certains Congolais ont bien voulu résister, on va creuser là-dedans, résister contre ce comportement d'infiltration des étrangers sur leurs terres. De temps en temps, même si nous ne sommes pas militaires, mais nous devons nous organiser pour qu'un étranger ne puisse pas de temps en temps nous faire souffrir. Nous allons en parler. Eric Bissello, il a essayé de placer, de planter les décors. Hein. Il a expliqué, il a problématisé, mais toutes vos réponses, j'aimerais orienter ça à votre autorité morale, Denis Mukwege, parce qu'il a joué aussi un rôle très important. Parce que dans tout ça, lui, son rôle, c'était de réparer ce que l'armée, ce que les militaires, hein, ce que les groupes rebelles détruisaient. Je parle des femmes, je parle de tout ce qui vous connaissez. Mais avant d'y aller un peu plus en profondeur, de manière générale d'abord, avec ce qu'il a donné comme sous-bassement, qu'est-ce que vous pouvez dire de la situation dans l'Est de la RDC, s'il faut suivre sa méthodologie? Parce que moi, je voulais qu'on commence par le plus haut jusqu'en bas. Hein, Non, je respecte tout à fait. La pyramide inversée, moi je voulais la pyramide inversée. Bon, lui, il a préféré la chronologie. Bon, il est ici question de Congo. Vraiment, c'est une question capitale. Je respecte l'analyse de mon co-débatteur, mais j'ai l'impression que là, il parle des conséquences. Oui. Ce sont des conséquences, en effet. Je ne peux pas y aller contre la réalité et la vérité. Mais les causes réelles
de l'instabilité en République démocratique du Congo. Parce que vous parlez spécifiquement de l'Est. Moi, je sais que nous sommes entourés des voisins hostiles de toutes parts. Donc, le problème de la République démocratique du Congo réside avant tout par le fait qu'il y a des grandes puissances qui ont la main mise sur la République démocratique du Congo, sur le Grand Lac. Ici, comprenez une chose, l'erreur que nous faisons, nous les politiciens, c'est de dire à notre population, c'est lui qui est en poste, qui est mauvais, qui n'arrivera pas à résoudre le problème parce qu'il est incompétent. Non, parce que déjà, vous analysez mal le problème. Ce n'est pas la solution de la crise en République démocratique du Congo n'appartient pas à Félix Tshisekedi. La solution de la crise en République démocratique du Congo n'appartient même pas à Kagame. La réalité, c'est que la République démocratique du Congo et le Grand Lac, si je peux dire ainsi, ont toujours fait partie des précarés des Occidentaux. Comprenez que la République démocratique du Congo a 3 mètres. Il y a les États-Unis, qui est le premier. Il y a la Belgique, qui, par la colonisation, qui est là comme un peu une espèce de moralité, d'affinité, de psychologie. Et puis il y a la France, qui est là pour des stratégies militaires et accompagnement. Ce sont ces 3 grandes puissances, depuis même la Première Guerre mondiale, qui ont la main mise sur le Congo. Durant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a une tentative de basculement vers l'URSS, l'Union soviétique. Che Guevara est arrivé dans ce pays, le communisme a essayé d'exister. Là, c'était une question d'idéologie. On a tendance à croire que être gauche, être droite, c'est banal. Pour les Américains, ce n'est pas banal. Il y a eu du chasse à l'homme parce que vous étiez communiste aux États-Unis. On vous a condamné à la peine capitale parce que vous pensiez communiste. Donc ça posait problème. Ici, sachant bien que nous sommes le siège des minerais stratégiques, on ne peut pas se permettre de laisser ces minerais stratégiques basculer aux mains de l'URSS ou bien de la Chine. C'est ça une réalité. La mainmise de la République démocratique du Congo, l'empreinte de la doctrine stratégique des États-Unis qui considérait que s'accaparer les minerais stratégiques et de protéger les États africains dits de paria, parce que les États-Unis veulent quoi? Quand Trump avait dit ces pays, le terme exact, ces pays sales, ces Africains, il avait insulté les Africains des pays sales, parce que ça fait partie de leur logique stratégique en disant que les pays africains peuvent être source de drogue, en trafic de drogue, des sources de risques sanitaires, d'où l'Ebola, quand il est arrivé, ça les a fait une sacrée panique, d'où également tout ce qui est minerai et l'environnemental. Ce qui fait que les États-Unis considèrent ici qu'on ne peut pas blaguer avec ces pays. Le Rwanda de Paul Kagame n'existerait pas. Le problème de la République démocratique du Congo a commencé depuis l'avènement de président américain Bill Clinton. Oui. C'est lui qui est la source de déstabilisation de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Bill Clinton, pour la simple raison qu'après 1990, la chute de l'URSS, oui. La chute du mur de Berlin en 1991, les États-Unis ont considéré qu'ils n'avaient plus d'adversaire. Il fallait... Non, du coup, s'ils n'ont plus d'adversaire, ils n'ont plus à faire des concessions à Mobutu. Parce ils doivent imposer. Ils imposent, ils ont considéré que non, on n'a plus d'adversaire, donc Mobutu faisait quoi? On était ici en Angola avec un danger de communisme. Il dit voilà, moi je veux combattre le communisme pour les Américains, pour les Occidentaux. Vous, en retour, vous me protégez. Vous me protégez. Je peux massacrer des populations, je peux massacrer des groupes, je peux massacrer des loubas, je peux massacrer... C'est pas le problème. Là, il n'y a pas de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, quand vous préservez leurs intérêts. Mais lorsque vous touchez à les intérêts, vous devenez un problème. Le problème, c'est que quand la chute du mur, la chute de l'URSS est faite, il y a même Melissa Wells, l'ambassade des États-Unis au Congo, à l'époque, en 1991, elle a dit ceci à Mobutu. L'époque où nous avions besoin de vous est finie. Vous n'avez plus d'instruments de chantage sur nous. Et vous n'avez plus vos amis à la Maison-Blanche pour vous couvrir. Si vous n'acceptez pas d'appliquer notre schéma de changement démocratique, nous allons vous forcer à quitter le pouvoir. Nous en avons les moyens. Donc Mobutu faisait du chantage aux États-Unis. Mobutu a travaillé avec la CIA pendant 25 années. Oui. En rendant des services à la CIA. C'était un allié assurément. Quels sont ces services jusqu'à aujourd'hui? On ne le sait pas. Alors, mais assurément, Mobutu était un pilier qui a su préserver la sécurité au Rwanda
en chassant déjà Paul Kagame avec la garde républicaine. C'est ce qui s'est passé. C'est que Bill Clinton a considéré qu'on devait changer de schéma. Mobutu est un ancien qui connaît pas mal les choses. Il faut s'en débarrasser et mettre le nouveau. Pourquoi? Pas pour la démocratie, la République démocratique du Congo, mais pour exploiter sans avoir à payer quelque chose. Les intérêts des minerais stratégiques purement et simplement. La France, elle a été naïve. La Belgique a été naïve. Parce qu'eux se sont focalisés sur le problème du génocide, alors que les États-Unis, parce qu'avant que Paul Kagame ne reprenne le Rwanda, il y avait un président Hutu à Burundi qui a été assassiné. C'est là qu'a commencé la mort le conflit d'Afrique centrale. Président de la zone des Grands Lacs, vous voulez dire? Oui, Grand Lac appartient aux États-Unis, c'est l'objectif même. Oui. Le président Hutu qui était assassiné, le président Melchior Ndaye, en 1993, 1994, l'assassinat du président Hutu, Juvenile Yabiarima, et du nouveau président burundais. Oui. Après cela, le plan des États-Unis était ferme pour dire, voilà, maintenant, on va chasser Mobutu. Alors, de manière... Paul Kagame, toute la militarisation de Paul Kagame, comme on parle des chaussures jusqu'aux cheveux, jusqu'aux cassettes, c'est les États-Unis. La formation militaire, ça c'est aux États-Unis. La projection sur le terrain, c'est-à-dire que l'attaque de la République démocratique du Congo a commencé à partir de Ouganda et du Rwanda. C'est-à-dire que les Américains étaient sur place. Lorsque Paul Kagame a déclenché l'attaque, qu'est-ce que c'était la première attaque? C'était quoi? Il a bombardé les camps qui avaient accueilli les Rwandais, Hutus, chassés de chez lui. Pour chuter au niveau de la première partie, c'est que vous voulez nous faire comprendre ici aux téléspectateurs et que le problème de l'insécurité à l'Est, ce n'est pas Tshisekedi qui en est... Comprenez pourquoi Paul Kagame n'a jamais respecté aucun accord. Et c'est pas Tshisekedi les responsables, c'est ça. Il y aura aucun accord. La responsabilité, elle devient maintenant, on a un chef d'État, il a été élu par le Congolais. Maintenant, c'est à vous de trouver les stratégies, de nous sortir de là. Ce n'est pas en allant brader la souveraineté, ce n'est pas en allant brader l'intégrité territoriale. C'est faux. Comprenez quels adversaires sont en face. Donc, il est vrai que comprenez même le schéma de Félix Tshisekedi quand il arrive au pouvoir, toutes ces tentatives d'approcher les présidents américains sont restées vaines. Parce que Trump, lui, considérait qu'il n'avait que faire de ces pays maladifs, de ces problèmes. Nous sommes des pays endémiques, donc il n'a que faire. Maintenant, lorsque on a un adversaire qui est le Rwanda, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il crée ces micro-groupes. La FDLR n'existait pas sans l'accord du Rwanda et d'Ouganda et des États-Unis. On les a réunis, pourquoi? Et la cause, pourquoi? En disant même que les Banyamulenge du Sud Kivu se sont rebellés contre Mobutu et ils ont fait adhérer les Congolais qui étaient des opposants pour marcher contre Mobutu. Mais derrière, il n'y avait pas de Banyamulenge qui étaient capables de résister à l'armée congolaise, à l'armée zaïroise. Mais qu'est-ce qu'il fallait aussi? Une stratégie, une projection. C'est les États-Unis qui ont fait l'essentiel. Maintenant, quand on arrive sur le terrain, le problème en est quoi? Chuté par là. Quand on arrive à cette position, vous ne pouvez pas nous parler des accords avec des gens dont leur survie dépend de nos minerais. Comment est-ce que Rwanda est devenu comme il est? Il n'y a pas de raffinerie, il n'y a pas... Les minerais de la République démocratique du Congo sont cédés en effet aux Américains. On vous garantit les armements, les stratégies, la défense, ainsi de suite. Vous, on ne vous touche pas. D'ailleurs, on a même inventé les génocides rwandais pour en faire le summum de l'intégrité de Paul Kagame. Mais par contre, si on regarde les génocides congolais, 10 millions de morts. Alors, il faut dire une certaine vérité aux Congolais. C'est que nous avons une certaine lâcheté. Pourquoi est-ce que Paul Tshisekedi n'ose pas attaquer le Rwanda? Parce qu'il a peur des États-Unis. Alors, qu'est-ce que c'est que le jeu? C'est des charges de dupes. Le Rwanda peut venir nous tuer, nous assassiner. Et vous dites que non, j'ai peur pour mon poste, j'ai peur pour mon Merci beaucoup. C'est ça une certaine réalité. Alors, Pascal Orinji, à entendre parler Éric Bisselo, le problème de l'insécurité, en tout cas, c'est les États-Unis, ce sont les Américains qui sont responsables, les Français et les Belges. Il se pose un problème, une guerre purement géopolitique, si je dois résumer cela. Et le Rwanda, aujourd'hui, est sous-traité par les États-Unis. Bon, les Français également. Les Français également, on l'a toujours su. Oui, mais j'ai aimé l'analyse de mon frère parce qu'il est resté dans
la politique internationale sur la République démocratique du Congo. Oui. Cela a commencé depuis on divisait l'Afrique à 1885. Et la RDC a été considérée comme une zone commerciale commune. Exact. Et beaucoup de ces grands pays puissants sont restés dans cette logique. Et évidemment, quand vous regardez la manière dont l'homme, à travers le monde, s'est comporté contre la nature, et celle qui est plus conservée, c'est la nature congolaise, voyez-vous, et avec ses ressources, ainsi de suite, voilà, tous les yeux sont sur la République. De ce point de vue, il n'y a pas de débat. Mais simplement, c'est vers la fin qu'il y a eu une certaine contradiction, après avoir expliqué la situation internationale, dans la coopération internationale avec les États-Unis, oui, sur la gestion du Grand Lac. Oui. Il a évoqué le cas Mobutu, évidemment, avec les services de sécurité américains, il a pu travailler et il a pu contrôler, pas seulement la région du Grand Lac, mais l'Afrique est tout entière pratiquement. C'était Mobutu en tout cas, Mais les années Mobutu. L'Afrique centrale, je voulais dire. Oui. Mais évidemment, parce qu'il y avait derrière Mobutu la plus grande puissance du monde. Les États-Unis. Il confirme la même thèse tout en parlant de Paul Kagame. Mais si c'est cela, au fait, mais vous ne pouvez pas en même temps demander cette fois-là à Tshisekedi de faire la guerre. Même s'il peut faire la guerre, mais il faut d'abord avoir rempli certaines conditionnalités, parmi lesquelles, et l'effort qui a été fourni d'ailleurs, avoir la possibilité d'avoir les armes. Les mêmes puissances. Dans cette logique-là, c'est comme ça que j'ai voulu, à quelle période? Dans cette logique-là, on nous a mis dans un état tel que nous ne pouvons pas avoir la possibilité d'avoir les armes. On connaît la grandeur de la République démocratique du Congo, on connaît la grandeur du Rwanda. Si nous sommes au niveau égal de possession des armes, mais le Rwanda, quelles que soient les conditions, ne va pas résister. On nous a conditionnés pendant longtemps. Et il a fallu, cette fois-là, que Tshisekedi en question soit au pouvoir, que les démarches diplomatiques commencent pour qu'au jour d'aujourd'hui, on lève cette décision, qu'on soit en mesure d'être en possession des armes. Oui. 2, il a parlé, Paul Kagame a été fomenté par les Américains, mais effectivement, dans quel domaine? Le domaine des renseignements. Donc c'est là où il nous a même dans le renseignement, il est intégré en République démocratique du Congo dans tous les secteurs, mais principalement le secteur de l'armée, principalement le secteur de l'immigration, okay, principalement le secteur de la sécurité, substantiellement si vous voulez. Lorsque Tshisekedi arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il doit faire? Parce qu'il est en face de cette réalité. On va commencer l'opération d'identification. Il a détecté, n'est-ce pas, oui, les infiltrations dans le corps militaire, dans les services de sécurité et dans l'immigration. Dans l'immigration, par exemple, j'ai fait partie d'une commission qui a réfléchi, oui, sur qu'est-ce qui a fait que les vrais Congolais à la DGM ne soient pas souvent à l'Est et les Congolais à nationalité douteuse soient à l'Est pour faciliter les entrées. Et nous avons découvert cette réalité, oui, au niveau de la Direction générale de la migration. Et au niveau de l'armée, on a identifié les officiers, et j'ai aimé aussi le point de vue de Bitakwir à la fois passée, lorsqu'il nous démontrait comment ceux-là pouvaient gagner facilement d'autres fonctions. Mais c'est grave. Vous prenez le grand espace comme le Kasaï, oui, qui a aujourd'hui, je crois, 5 provinces ou 6. À la police, jusqu'au départ de Joseph Kabila, il n'avait que 2 généraux à la police. Vous imaginez, 2. Contre vingtaine de l'Est ou Nord Kivu, Sud Kivu. Et Nord Kivu, là on parle Nord Kivu, c'est pas Nord Kivu, comme vous entendez. C'est les Banyamulé. Les gens de nationalité douteuse. Dans l'armée, c'est autant. Et vous aviez vu dernièrement ici certains militaires faire défection. Je n'ai pas condamné les gens par leur morphologie, mais le comportement là pouvait facilement pouvait nous aider à comprendre leurs identités. Nous avons quitté l'armée congolaise et nous sommes aujourd'hui membres de M23 avec des galons militaires. Vous regardez les... C'est ça. Donc, il ne pouvait pas aller aussitôt dans... Et il connaît, mon ami connaît comment il a eu le pouvoir, les conditions de gestion, comment elles ont posé problème. Vous ne pouvez pas aussitôt déclarer la guerre contre le Rwanda. Donc, il a fallu effectivement intelligemment, en tout cas, réunir toutes les conditions possibles
Et seulement au dernier niveau, vous pouvez imaginer, est-ce qu'il y a possibilité de faire la guerre? Si moi j'ai évoqué les textes, parce que dans le cas d'espèce, c'est les textes que nous avons signés, même si on pouvait avoir la pression, mais c'est nous qui avons signé ces textes. C'est Raymond Tchibanda, ministre de coopération régionale à l'époque, même ministre des Affaires étrangères. Oui. Quand vous lisez ces textes-là, vous allez vous interroger, vous dites, est-ce qu'en toute réalité, il a été congolais? Parce qu'on ne peut pas signer ça. On cédait la souveraineté de notre pays, on cédait les espaces de notre pays, dont l'accord en question aujourd'hui que l'OM23 continue à revendiquer, parce que je vous dis, ça a été signé le 23 mars 2009. Mais c'est insupportable. Et c'est là que je vais un peu politiser pour dire, ceux qui se disent opposants contre le régime qui les combattent aujourd'hui, qui commencent à avoir des prétentions d'aller jusqu'à la magistrature suprême. Oui. Pendant qu'on signait ces accords, ils n'ont rien dit mot. Et pourtant, ils étaient gouverneurs, ils occupaient de hautes fonctions. Personne n'a pu dénoncer. Personne. Mais je vous dis personne. Parce que l'accord a été signé le 23 mars 2009. Nombreux étaient déjà des gouverneurs. Ah. On est revenu en 2012. Nombreux étaient encore des gouverneurs. Ils avaient encore des fonctions. Mais je n'ai pas entendu quelqu'un. C'est là où je dis, nous sommes naïfs. Personne n'a pu dénoncer, comme pour dire, voilà, on a hypothéqué ceci. Mais si c'était aujourd'hui, ils montraient au créneau. On en ferait un problème. Voilà. Mais lorsqu'on parle de la gestion, pas seulement Kabila qui est responsable, c'est toute l'équipe. Si on condamne Kabila, c'est simplement parce qu'il était numéro 1. Si on connaît Tshisekedi aujourd'hui, c'est seulement parce qu'il est numéro 1. Mais c'est toute l'équipe. C'est toute la chaîne. Vous êtes dans le système. Vous constatez que le système connaît un dysfonctionnement, vous ne dites rien. Vous êtes complice. Je veux citer par exemple le camp de Moïse Katumbi. Vous avec Moïse Katumbi. Non, je vous analyse le fait. Oui, je sais. Moi, Pascal, n'est-ce oui. pas? J'étais du côté de l'opposition à son temps, parce que la chaîne appartenait à l'opposition. Oui. J'ai considéré que le pouvoir de Kabila terminé en 2016. Oui. Et c'est en 2015 simplement que Moïse Katumbi va quitter Joseph Kabila. En d'autres termes, tout le temps de la gestion de Kabila, Moïse Katumbi a participé avec lui. Le bilan est partagé. Les cas dont je vous évoque ici, excusez, les cas dont je vous évoque ici, on dénoncerait aussi à son temps. Bouche bée. Mais sous Moïse Katumbi, dans sa province, il y a eu des points, des points positifs. Parce que lui, il ne va pas quitter sa province pour aller, par exemple... la vie de la nation. Nous ne sommes pas dans les sous-systèmes. N'est-ce pas? Nous n'avons pas évoqué la méthode structuro-fonctionnaliste. Ici, nous évoquons la méthode systémique. Mais lui, il était gouverneur, là où il n'était pas ministre national. Je suis en train de vous expliquer. Dans le fonctionnement du système, n'est-ce pas? Parce qu'il s'agit de la nation, oui. Je peux dire que je ne suis pas d'accord. Vous signez cet accord, je suis gouverneur, je suis ceci, ou je ne suis pas au pouvoir, je ne suis pas d'accord. Mais cette déclaration, on n'a pas entendu. Je ne parle pas de sa gestion dans la province. On pose un acte contre le pays, vous voyez que ce texte n'arrange pas parce qu'on a vendu pratiquement une partie du pays. Vous ne dites rien, c'est là. Si ça se faisait aujourd'hui, il parlerait. Et donc, c'est un comportement que nous devons, nous, aujourd'hui. Quand je vous évoque de temps en temps sur le plateau de prison, la pensée d'Héraclite des Faits, ce n'est pas pour rien. Tout coule. Et souvent, nous, on se rend compte qu'a coulé simplement lorsque vous avez effectivement aussi coulé. Mais quand vous êtes encore dans le système, au pouvoir, vous ne voyez pas ça. Vous pensez que c'est bien. Vous pensez que c'est très bien. Et on vous dit, mais ça c'est mauvais. Mais vous ne voyez pas le mal. Vous pensez que c'est bon. Mais une fois pas au pouvoir, vous vous transformez en donneur de leçons, en faisant des péchés prêcheurs. C'est là le problème. Et donc, ici, j'ai été très d'accord avec l'analyse de mon frère sur la diplomatie internationale envers la République démocratique du Congo, parfaitement pertinent, j'ai aimé, mais en même temps, nous devons analyser nos comportements à l'intérieur, lorsque nous avons le pouvoir, face à cette situation, est-ce que nous savons créer une synergie congolaise, comme pour dire, nous avons un problème vrai, comme le frère l'a démontré, mais nous ne pouvons plus nous comporter comme des petits-enfants. Merci. Constituer une force qui fera que
même si les États-Unis soient une grande puissance, même si la France soit une puissance moyenne, mais nous serons à mesure, parce que dans l'unité, nous allons leur résister et leur permettre de changer leur paradigme. Ce sera alors une bonne chose, mais on ne fait pas ça. Alors, c'est vrai que j'avais commencé par des causes exogènes. Maintenant, j'arrive aux causes endogènes. Allez-y. Où mon cher, mon ami et confrère dit qu'il y a une contradiction. Et là où je ne suis pas d'accord avec lui, parce que dans cette deuxième partie, je vais démontrer la responsabilité du président actuel. Vous savez, la Somalie, pour vaincre les États-Unis, parce qu'elle a vaincu les États-Unis sur son territoire, n'attendait pas des armes. La Chine, pour se libérer du Japon, n'avait pas plus des armes. Le Vietnam, pour vaincre la France, n'avait pas plus des armes. Voilà, des cas comme ça. Et la Russie, pour vaincre l'Allemagne nazie, n'avait pas plus des armes. Mais il y avait des patriotes. C'est-à-dire que c'est là que se fonde la légitimité populaire. Et c'est là que je fais défaut, que Félix Tshisekedi fait défaut. Il n'a pas de fondement de légitimité populaire. Parce que quand on vient au pouvoir, qu'on se prépare déjà des conséquences, on voit de telles lacunes, qu'on voit qu'on est infiltré au sommet. Et c'est partout, la première des choses qu'on fait, c'est créer une cohésion nationale. Oui. Parce qu'à part les grandes villes comme Kinshasa ou peut-être Kisangani, des grandes villes où on sent une cosmopolite assez forte, on se mélange. Mais quand vous allez dans l'arrière-pays, là où il y a la majorité des Congolais, ce sont les mêmes villages qui sont là, les mêmes villageois, les mêmes autochtones qui sont là depuis des années et des années. C'est-à-dire qu'ils se connaissent. C'est là que se fonde la légitimité. C'est là que Mobutu fondait sa légitimité. C'est-à-dire que Mobutu, on dit que jusqu'à aujourd'hui, si vous allez chez les Pygmées là, vous leur posez la question, c'est qui est le président? Il va vous dire Mobutu. Il n'a pas besoin de vos minerais, de vos trucs, mais il sait qu'il fait partie de la nation où un président est Mobutu. Voilà la réalité. Et en créant ce sentiment d'appartenance, en créant une cohésion nationale, le chef d'État peut engager les bras de fer avec n'importe qui. Le Mzé l'a fait. Quand le Mzé parle de la guerre, c'est en langue populaire. Il sait que ce n'est pas par travers les armes, à travers son armée qui va vaincre les grandes nations, mais à travers la volonté de sa population, à travers la légitimité qu'il va trouver dans chaque village. Et c'est ça la différence. Et moi, je ne suis pas d'accord parce que Félix Tshisekedi a pris à contrario le problème. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit que non, au lieu de prendre République démocratique du Congo comme mon village, lui il prend une partie de ses relations, une partie de des gens qui parlent la même langue, comme étant la République démocratique du Congo et de fonder son pouvoir. C'est-à-dire que lorsqu'on voit quand même au sommet du pouvoir, vous avez dit quelque chose qui est vrai. Comment jugez-vous qu'au sommet dans les généraux, qui est écrit 2 qui viennent de l'Ouest et 20 à l'Est. De la même manière, on se pose la question, comment expliquez-vous qu'au sommet du pouvoir, qu'il y en ait autant avec des fonctions aussi précises dans des ministères clés qui viennent d'un même côté et que de l'autre, on trouve une forme de... Non, c'est ça qui n'est pas normal dans un pays où il y a autant d'ethnies, où il y a autant de groupes. C'est-à-dire que la seule raison de pouvoir en place, c'est de se maintenir, de préserver ses propres intérêts, au dépend de du combat que mène par exemple Denis Mukwege. Denis Mukwege mène un combat au-delà de son territoire, de son Kivu. C'est un combat contre la souffrance des Congolais, contre un peuple qui a meurtri. C'est bizarre quand même que je n'entends pas de la bouche de l'Union sacrée que nous avons 10 millions de morts quand même. C'est vous qui... À l'Est. Oui, à l'Est, en République démocratique du Congo, parce que la guerre de la République démocratique du Congo, bien qu'elle a commencé à l'Est, elle a laissé des cadavres partout jusqu'à Kinshasa. Des fausses communes, rapport mapping, c'était ça. Des fausses communes, il y en a partout de l'Est jusqu'à Kinshasa. Et jusqu'à Mbandaka. Parce que c'était... Mon cher, lorsque Bemba a pris une portion du territoire, vous croyez qu'il y avait quoi? Il y avait une guerre. Il y avait ceux qui pensaient autrement, qui étaient assassinés. À travers cela, on a besoin d'une cause nationale. On a besoin même d'une justice transitionnelle qui ferait que les coupables diraient « Ok, nous faisons partie de la même communauté, nous avons été en erreur, mais servons la communauté congolaise, dans son entièreté, dans ses difficultés. » Alors que ce n'est pas ce que nous voyons. Et ce qui accentue, ce qui fait que même certains compatriotes rejoignent les Maïmaï, ce sont des compatriotes. Quelles armes a les Maïmaï? Les Wazalendo, ce sont des compatriotes qui combattent frontalement le M23. Les M23 soutenus par le Rwanda, eu un État avec des armements. Les Wazalendo, quelles armes ils ont? Mais on les assassine. Non, mais c'est ça qui est encore pire. Mais Wazalendo a combattu auprès des FRDC. Mais avec quelles armes? C'est-à-dire que ce n'est pas une question des armes, c'est une question de
sentiment patriotique qui ferait que nous nous rejoignions. Moi, je me rejoindrais au chef de l'État s'il veut descendre la nation congolaise. Moi, je ne suis pas Louba, mais j'ai mes enfants qui sont Louba. Donc, cela m'importe peu. Moi, je sais que mon identité citoyenne est la République démocratique du Congo. Je veux que mes enfants soient parfaitement à l'aise, qu'ils aillent au Kivu, qu'ils aillent à Mbandaka, qu'ils aillent au Congo central. Au Goma, ça m'est totalement égal. Mais je regarde que nous faisons partie d'un même territoire, oui, d'un sentiment patriotique. Partout où il y a un Congolais qui meurt, cela me dérange. Lorsqu'il y a un Congolais qui est assassiné par quelqu'un qui vient de l'extérieur, pour les minerais, dont le Congolais n'a même pas l'odeur, le goût, parce que ceux qui sont assassinés, ils sont pauvres. Mais les morts de l'Est, ça sort un peu de l'ordinaire, parce que là, il y a un nombre et c'est régulier. Non, mais c'est parce qu'il y a un plan derrière. Et c'est ça qui me déconcerte. Vous partez d'accord en accord, de plan en plan, alors que vous savez très bien que ces trois pays, Ouganda, le Rwanda, le Burundi, n'ont pour seule ambition éliminer la population de l'Est pour pouvoir avoir des prétentions territoriales. Ne pas voir ça, c'est être absurde. Et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'ils affirment cela. Vous remonterez aux tentatives de Rwanda d'atterrir jusqu'à Goma, vous comprendrez par leurs rois qu'ils ont pour seule vision que de venir jusqu'à Goma prendre ce qui leur appartient d'après leur propre fantasme. Donc pour eux, ça fait partie de leur fantasme. Alors que, géographiquement, historiquement, nous pouvons prouver que non. C'est la République démocratique du Congo, le Zaïre, qui a dû céder du terre au Rwanda parce que nous allions au-delà, quasiment à quelques encablures de Kigali. C'est ça qui nous apprend l'histoire. Et comment voulez-vous qu'une population rwandaise, dont dès l'enfance on lui apprend que nous avons de l'espace territorial au Zaïre, au Congo, un enfant qui est né, on militarise déjà dès l'école, on lui apprend à se battre, et que plus tard on lui dit, on va chercher ce qui nous appartient, ce que nous ayons laissé, ce que nous ayons fait couler le sang. Vous croyez qu'il va dire quoi? Oui, patriotiquement, allons-y. Et maintenant, vous, pendant tout ce temps, non? Bisous au stade. Vous, pendant tout ce temps, non, je la francophonie. Non, mais c'est quand même aberrant. En quoi c'est un péché de voir le chef faire bisous à sa femme? Parce que nous sommes à une période charnière, mon cher ami. Et le bisou, ça fait quoi? Parce que je vous dis, c'est une forme de distraction. Moi, je ne peux pas me permettre. Regarde, je ne peux pas lui dire, chef d'État, ce qu'il doit faire. Je ne sais pas son conseiller. Mais je regarde cette période charnière où il aurait pu être celui qui sauve la nation congolaise, mais nous faire tomber dans des distractions de la francophonie et compagnie. Regardez le comportement du chef de l'État ukrainien. Regardez le comportement de ceux dont la nation est réellement menacée. Le Congo est menacé, mais le chef... Non, mais on n'est même plus menacé, on est conquis. Ce qui est menacé, c'est 6 millions, 7 millions de Congolais qui n'ont plus de maison, qui vivent dans la brousse. C'est-à-dire que Paul Kagame sait très bien que j'ai le droit de vie et de mort sur ces hommes et femmes et enfants. La communauté internationale, vu qu'on est complice, ne me dira jamais rien. Parce que regardez quand même, le cas Ouazalendo, 50 ans de morts ou même centaines de morts, vous voyez comment le pouvoir vacille, est en train d'être menacé. Cour pénale internationale, ainsi de suite. Mais comment ça se fait que Paul Kagame ne se sent pas menacé? Ils ne sont pas menacés. Musée s'est senti menacé quand il a voulu se retourner contre les Américains. Il y a eu toujours CPI et compagnie. Voilà, vous et vos amis, vous avez tué. Parce qu'il est allé contre. Il a dit non, moi je veux pour mon peuple. À un moment, c'est ça que nous attendons. Soit je considère que le régime et toute sa composante en son entièreté, se considèrent qu'ils avaient pour l'objectif de vivre bien, et c'est acquis, qu'ils laissent le pouvoir à ceux qui ont envie de préserver la nation congolaise. Ils laissent le pouvoir à ceux qui ne cherchent pas la richesse, mais cherchent l'intégrité territoriale, la paix, quitte à ce que nous nous engagions de manière frontale avec notre ennemi qui est déjà déterminé, qu'on connaît, qu'après qu'on nous fasse le serment, qu'on nous prépare des CPI, qu'on sortira d'ailleurs du traité de Rome et compagnie, on va y sortir. On n'est pas obligé, on n'est pas esclave des signataires des accords internationaux. Et c'est ça qui est encore plus qui est absurde. Nous sommes là à vouloir respecter les accords internationaux qui vont contre nos propres intérêts. Même la Constitution, quand elle va contre les intérêts du peuple congolais, nous sommes capables de les déchirer. Parce qu'il n'y a rien qui soit au-dessus de la population congolaise et de sa légitimité. J'ai une question à poser, mais libre à vous, si vous voudriez répondre à ces préoccupations également. Il y a eu ce qu'il y a eu avec les morts de Goma, mais quelque chose m'a tiqué. Nous savons qu'à Goma, Vital Kamerhe et Bahati Lukwebo sont des leaders naturels. On n'a pas vu leur déclaration. Politiquement parlant,
une lecture politique, ça peut être justifié par quoi exactement? Mais vous pouvez également, si vous voulez... Merci. C'est pas contre lui. Hein, Merci beaucoup. Non, j'ai besoin d'une lecture et je sais que la population en a besoin. Souvent, je constate que nous faisons la confusion. Nous sommes passés des 11 provinces à 26 provinces. Oui. Et ne confondons pas le Kasaï du Kasaï central. Ne confondons pas le Sankuru du Kasaï central. Nous confondons ça. Maintenant, Mais ce sont des j'aimerais provinces... qu'on comprenne plutôt que nous avons 4 zones aires linguistiques. Nous avons les zones Luba, zone Swahili, zone Kikongo et zone Lingala. Lingala. Je reviens à ce que je disais par rapport au texte ici. Oui. Les gens qui parlent aujourd'hui, lorsqu'on signait ce texte hier, ne disaient rien. Mais la question, parce que mon ami a évoqué la question des Luba, la communauté, parce qu'il fait allusion, de mon point de vue, je comprends, dans l'occupation des responsabilités dans les institutions. Si c'est dans cette logique-là, où il comprend, Pascal, je n'accepte pas. Mais il faut comprendre ici, je vous parle, il y a des provinces aujourd'hui, les dons ont changé. Ce n'est pas parce que je parle telle langue, l'autre est d'une autre province, du fait que nous parlons la même langue, moi j'ai occupé la fonction, l'autre de cette province ne peut plus occuper la fonction. Ça n'a plus de sens. Hier, nous connaissions le pire. J'ai toujours compris une chose, et finalement je vais... c'est un peu, ça aide un peu. Quand j'étais du côté de la tendance oppositionnelle, j'avais une autre lecture des faits. Depuis que vous êtes allé... De l'autre côté, vous avez aussi une autre lecture des faits. Et c'est la symbiose qui vous permet de comprendre effectivement comment fonctionne votre pays. Oui. La lecture telle qu'elle est dégagée, mais moi je la disais, je la dégageais hier autant de fois. Et là nous étions à 11 provinces. Quand vous prenez les responsabilités dans les grandes institutions, du reste, je n'appuie pas, je n'accepte pas. Il faut qu'on me comprenne comme ça. Oui. Je n'encourage pas, mais je démontre simplement que ce qu'on dénonce aujourd'hui, nous n'avons pas été à mesure de dénoncer hier. Oui. Nombreux d'ailleurs. Vous prenez CENI, quelle zone linguistique? Vous prenez Banque centrale, quelle zone linguistique? Vous prenez Primature, quelle zone linguistique? Vous prenez l'armée, quelle zone... Vous allez vous rendre compte que c'était comme ça. Donc, ce n'est pas une particularité de Tshisekedi, même si nous souhaitons qu'il imprime la différence, mais c'est un problème congolais. Même quand vous reculez avec Mobutu, qu'est-ce qu'on n'a pas dit avant son départ? C'était les Ngwandais. Or, là c'est pire parce qu'on ne parlait même pas de l'Équateur, mais on parlait des Ngwandais. Oui. Mais ici, nous avons connu une mutation de 11 à 26 provinces. Un peu de nuance, c'est nous intellectuels qui devront maintenant permettre aux autres de comprendre comment aujourd'hui les choses peuvent être comprises autrement. Parce que la condition veut que chaque province, par exemple dans la composition du gouvernement, soit représentée. Et j'ai aimé lorsqu'il a évoqué la question de sentiment patriotique. Oui. C'est fondamental. C'est ce tissu-là que nous devons construire aujourd'hui. Et je n'ai jamais compris pourquoi aujourd'hui nous avons... on revient dans ce qu'il était en train de dire sur les Luba. Pourquoi ce comportement-là nous arrive? Et c'est ce qui fait que le tissu qu'on devait construire pour le patriotisme ne sait pas se construire normalement. Parce que nous avons véhiculé ce discours. Pourquoi nous devons véhiculer ce discours? Ça a commencé aussitôt lorsque Félix Tshisekedi accédait à la magistrature suprême. On est revenu sur les concepts tels que Moulouba ne faut pas avoir le pouvoir. C'est parti comme ça, puis on a lié, on n'a jamais délié, et on continue avec ce discours aujourd'hui. Même lorsque la personne fournit l'effort, s'affiche très mot, mais on ne sait pas le voir de cette manière-là. Donc on s'est cramponné à cette... Voilà, ça c'est pas bon. Et pourtant, avoir un sentiment patriotique pour les objectifs ultimes de la vie, pour la défense des intérêts de notre nation, si nous parvenons à construire ça, bien que nous avons dit au début que le Rwanda est aujourd'hui appuyé exactement par les puissances, mais à un certain moment, les mêmes puissances et le Rwanda vont réfléchir 2 fois avant de poser l'acte lorsqu'on nous voit unis, lorsqu'on nous voit avec ce sentiment patriotique. Mais aujourd'hui, c'est que on peut venir très facilement chez Merveille. On vous conditionne avec un petit montant d'argent. Vous détruisez votre pays.
Vous prenez les armes contre votre pays. Vous vendez le plan de votre pays. Parce que vous devez vous retrouver. C'est un comportement que nous avons affiché. Et on sait nous comprendre de l'extérieur de cette manière-là. Y a-t-il moyen aujourd'hui, au fil du temps, de comprendre que moi, je suis citoyen congolais, on ne peut pas me conditionner pour détruire mon pays, n'est-ce pas, pour vendre la mauvaise image de mon pays. Question d'analyser, de voir également comment nous faisons les débats. Mais nous ne comprenons pas que Tshisekedi n'est qu'un individu qui va passer. Nous détruisons notre pays à travers les discours. Et pourtant, nous sommes en démocratie. Le pouvoir est rotatoire. Vous êtes aujourd'hui, nous sommes dans l'article 220 de la Constitution, vous avez un mandat de 5 ans, vous avez la possibilité de rempiler, 5 ans encore, mais vous partez, c'est l'autre qui va venir. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut un putsch? Est-ce qu'il faut un coup d'État? Est-ce qu'il faut... Et pourtant, nous savons que dans un laps de temps, il va partir, il ne sera pas cramponné au pouvoir. Kabila l'a tenté, où sommes-nous? Il a fini par laisser parce qu'il y a eu pression. Oui. Donc, on est dans ce cadre-là aujourd'hui. Il est difficile de faire autrement. Alors là, j'ai posé une question, là j'aimerais que vous répondiez. Très important. Je sais que vous allez fuir ça. J'ai besoin que vous répondiez à cette question-là. Je ne peux pas fuir la question. Si Kamere, si Bahati, oui, c'est dans l'air base, vous aviez dit. Exactement. Ils arrivent, je ne le vois pas comme citoyens de Nord Kivu, Sud Kivu, ainsi de suite, mais comme Congolais. Lorsqu'il y a eu les morts des Congolais, mais la moindre des choses, la première des choses, c'est regretter. Oui. Est-ce qu'ils l'ont déplorer? Ils ne l'ont même pas fait. Non, je ne suis pas le petit frère de quelqu'un. Non, au fond, oui, ils peuvent le faire, mais ce sont des acteurs politiques. Je ne suis pas un membre du parti politique de quelqu'un. Je vous dégage ma lecture. S'ils ne l'ont pas fait, je dis bien si parce que moi je ne les ai pas suivis, s'ils ne l'ont pas fait, ils ont mal fait. Merci. Ils doivent, tout Congolais en fait, même nous, ici à partir de Kinshasa, le jour-là, le jour d'après, avant l'émission, nous étions en train de déplorer cela. Ce qui était arrivé, on ne peut pas encourager. Oui. Donc, s'ils ne le font pas, c'est une faute politique. Et nous sommes en période électorale, ils peuvent être sanctionnés. Voyez. Non, mais on a vu la population à huer, on dit quoi? Huer sur Vital Kamerhe et à Bukavu, on a vu ça. Je vous ai parlé la fois passée, le comportement de Vital Kamerhe ici, par rapport à ses partenaires politiques, oui, avec qui ils ont cheminé ensemble jusqu'à avoir le pouvoir. Une fois obtenu le pouvoir, toutes les responsabilités, c'est pour son propre parti, l'UNC. Et les autres partis politiques qui étaient membres, les alliés de l'UNC, personne n'a eu de fonction. Pire encore, il y a l'autre qui était dernièrement administrateur avant les élections, au lieu qu'il garde un fixe au petit poste pour se préparer aux élections, on l'a fait partir. Donc maintenant, c'est les membres de l'UNC simplement. Et je vois une autre personne. Moi, je pensais qu'il allait être une personne plus ouverte plutôt, mais je vois que ça ne reflète pas l'image qu'on a. Mais je parle de Vital Kamerhe, bien entendu. Ah, ok. Ça ne reflète pas l'image que nous avions de lui avant. Il a le pouvoir, il a une passée de responsabilité. Et il ne donne qu'à l'UNC. Là, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas le pacificateur que nous, on a compris. Wazalendo. Oui. Leur combat au début était louable. Les objectifs au départ étaient l'autodéfense contre les attaques de M23. Exact. Mais ils sont partis de Sake jusqu'à Calais. Sake c'est au nord Kivu, Calais c'est au sud Kivu. Ils ont érigé plusieurs barrières. Et c'était contre leur propre population. Il y a eu des déclarations à son temps. Personnellement, moi-même, je m'étais déplacé lorsque nous étions au ministère de l'Intérieur pour la question. La population en avait tellement marre qu'elle ne supportait plus Wazalendo. Parce qu'il y a eu beaucoup de barrières, ils avaient des taxes, la population ne supportait pas. Donc l'objectif principal qui était ultime, qui était salutaire, a été dévié pour des appétits des individus. Et c'est la raison... Non. Je ne justifie pas ça. Ça justifie Ça ne justifie pas. Les massacres. Non, ça ne justifie pas les massacres. Ça ne justifie pas tout comportement qui irait en dehors des principes normaux de la vie. Non, je ne peux pas encourager.
Donc je ne peux pas justifier les massacres. Je ne peux que déplorer les massacres. Condamner, oui. Je ne peux pas justifier le pillage, comme vous l'aviez insinué. Je ne peux que les déplorer. Mais ici, simplement, j'explique aussi, côté Ouazalendo, comme si la mission a perdu maintenant, en tout cas, son objectif, qui était celui de faire face main forte aux incursions contre le pays. Mais curieusement, là, ils ont commencé à maltraiter Merci beaucoup. leur propre population. Éric Bisselo, nous tendons déjà vers la fin. Le débat d'aujourd'hui a été, en tout cas, très équilibré. Chacun de vous a eu le temps de parler suffisamment, je pense. Malheureusement, les journalistes et les invités ne sont jamais rassasiés. Ils vont vous dire, non, on n'a pas... Bon, tout d'abord, moi, c'est ce sentiment de victimisation de ceux qui sont au pouvoir qui m'exaspère. Parce que dire qu'on ne veut pas de nous parce qu'on est de Louba, c'est totalement faux. Oui. C'est un sentiment de rejet du pouvoir. C'est la population dans son entièreté. Vous partez au Kassai central, au Kassai oriental, ben, ce sont de Louba, mais ils rejettent le pouvoir. C'est la liberté qui incombe à chaque Congolais de ne pas accepter l'autre. Et lorsqu'on dénonce un fait, il ne faut pas se victimiser en disant que nous sommes victimes d'une forme de rejet du tribalisme ou quoi que ce soit. Non, ce que nous rejetons, c'est lorsque quelqu'un qui avait du mal à payer un loyer, aujourd'hui il arrive au pouvoir, il devient millionnaire, et pourtant ceux qui participaient dans le même combat, ceux qui ont perdu des enfants, des frères dans le combat de la libération du pays, sont de plus en plus pauvres. Comprenez ça, ce n'est pas une question. C'est-à-dire qu'on se sent trahi. Comment voulez-vous accepter qu'un simple chef d'un parti politique, lui, devienne millionnaire? Qu'est-ce qu'il a apporté au pays? Qu'est-ce qu'il a apporté au pays? Au regard, par exemple, de la souffrance ou bien des combats qu'a mené Dr Mukwege, aux côtés de ceux qui souffrent en permanence. Aux côtés de ceux qui enterrent les enfants. Mukwege n'est pas un fin politicien. Ce n'est pas Il ne suffit pas d'être médecin de renom pour en fait diriger le pays. Parce qu'il évoque trop Mukwege, on va revenir sur ça. Ce n'est pas les politiciens qui ont le monopole de gestion. Non, pas du tout. D'ailleurs, la plupart des politiciens réellement sont de mauvais gestionnaires. Où est-ce qu'ils sont passés dans les écoles de formation d'administration? Est-ce qu'ils savent comment même il y en a qui arrivent, ils savent comment fonctionne le pays, l'administration du pays, ou bien même la constitution? Non. D'abord, il faut avoir les capacités intellectuelles à intégrer les choses. Il faut avoir de l'empathie, il faut avoir l'amour de la patrie. Dr Mukwege, c'est un gestionnaire, c'est un homme d'affaires, puisqu'il arrive à donner aux Congolais de l'espoir, du travail et de la sécurité, sans avoir une armée, sans avoir des entreprises de l'État. C'est cela qu'il faut comprendre dans tout cela. Il devient politicien par le fait que, et c'est vrai qu'on ne peut pas dire, ça va réchauffer cette partie, que nous ne voulons pas parler de régionalisation. Ça compte énormément. La régionalisation, ça compte comment? Les députés viennent d'où? Localement. Bati, c'est son fief. Bati était parti pour exciter la foule, dire vous ne voulez plus de la MONUSCO, eh bien on va les faire partir. Il a fait une déclaration. Il était parti là-bas, il a mobilisé pour cela. Mais ces mêmes populations meurent, même pas une déclaration. Il ne fait pas de déclaration. Même pas, mais c'est-à-dire que vous comprenez, qu'est-ce que Bati a construit déjà là-bas? Qu'est-ce que Kamer a construit pour la population d'où ils sont venus? C'est ça qu'on dénonce, c'est ça que les populations congolaises, dans son entièreté, pas seulement les Bakongo, seulement les Bangala, mais dans son tout le monde n'en veut plus de ce comportement. Nous voulions un État responsable, et un État qui comprenne que non, ma population souffre. C'est pour cela que, en plus ça nous énerve, quand vous vous comparez au régime passé. Kabila n'a pas fait ci, Kabila l'a fait ça. Mais ce n'est pas pour ça qu'on vous a élu. On vous a élu pour que vous changiez des paradigmes. Parce que nous considérons ce qui était hier ne correspondait pas, n'était pas digne de nous. Nous voulons que vous changiez les choses. Ce régime se réfère toujours à Kabila. Non seulement se réfère en permanence, mais en même temps, avec une forme de schizophrénie, elle regrette Kabila. Nous avons entendu le régime qui regrette. Le chef d'État dit il regrette sa rupture avec le FCC Kabila. Nous l'avions entendu. Donc, c'est quoi finalement? Est-ce que la politique vaut la vie de tous les Congolais? Les Congolais doivent mourir au nom de la politique et des politiciens. Parce que c'est ça, quand il s'agit de faire du populisme, vous descendez, vous donnez des billets, venez marcher avec moi, regardez comment ils mobilisent. Et là, vous tapez les mains, les populations s'entretuent. Mais une fois que vous avez le pouvoir, on peut vous laisser comme ça, dans la pauvreté, sans route, sans eau,
et vous êtes là en train de vous faire assassiner par des groupes armés, par des groupes rebelles. Vous dites non, c'est complexe, non, c'est le Rwanda, non, c'est les... Non. Vous êtes le chef d'État, vous avez une responsabilité. Quand vous voyez, vous ne pouvez pas vous démissionner. Et si on ne démissionne pas, même un ministre de l'Intérieur qui échoue dans sa mission régalienne ne démissionne pas. Il dit, ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas ma mission, je n'ai rien à voir. Un politicien reste un politicien qui travaille sur tous les corps de la société. Et puis j'ai vu quelqu'un écrire comment est-ce que nous pouvons avoir un ministre de l'Intérieur qui ne maîtrise presque rien de son secteur. Ça, c'est quelqu'un qui a écrit. Mais il s'est référé à la vidéo. Excusez-moi, mon vidéo que j'ai vu, moi j'ai vu quelqu'un qui est de DPS dans un plateau de TFC me dit non, c'était un éminent avocat qui plaidait. Je me demandais dans quelle langue plaidait le ministre de l'Intérieur. Non, excusez-moi, mais excusez-moi. Vous êtes un peu trop dur. Je ne suis pas dur, je suis du corps de l'avocature. Je me dis, nous nous exprimons en français. Nous défendons nos clients en français. Pour défendre, il faut avoir quand même maîtrisé la langue. Il faut avoir des adjectifs. Les FM parlent quand même un bon français. Moi, je l'ai vu dans beaucoup d'émissions. Vous l'avez vu. Apparemment, c'est pas ce que j'ai semblé lire. Parce qu'il s'agit de la défense. Il défend une position, il défend un dossier. Il n'a pas été capable de défendre face aux journalistes. Avec un français approximatif, vous appelez ça le français. Excusez-moi, on a besoin de revoir. Finalement, mettons dans l'entre. Mais vous pouvez parler en lingala de toutes les façons. Voilà. J'aurais même le mec qui travaille, il parle à Swahili, Chuluba, qui est un traducteur français. C'est normal. Ça, on a le droit de s'exprimer. Parmi les langues nationales. Les langues nationales. Maintenant, il faut quand même arrêter avec le népotisme. Parce que c'est une réalité. Les Congolais ont besoin de ceux qui ont l'expérience, ceux qui ont la compétence et ceux qui travaillent pour eux. Parce que le député national, le député provincial, ils ne tombent pas du ciel, d'après la Constitution. Ils ne viennent pas des cieux, les cieux s'ouvrent, ils descendent. Il est élu. Alors comment voulez-vous vous amuser à nommer des gens qui disent « je ne suis pas responsable ». Donc je peux m'amuser, moi, en une année, devenir millionnaire, et je regarde ma population devenir de plus en plus pauvre. Quand vous promenez là, vous ne voyez pas toutes ces personnes âgées maintenant qui sont en train de mendier? Tous ces enfants qui sont en train de mendier? Toutes ces personnes, même vous voyez bien habillés, ils vous demandent 1000 francs pour le transport. Regardez la dégradation de ce tissu social. Vous voyez les mœurs qui sont en train de dépérir. Quelle est la responsabilité finalement de ceux qui sont au gouvernement? Donc je me dis, c'est pour ça que nous choisissons, en termes de changement de paradigme, il faut arrêter avec les politiciens traditionnels. Il faut arrêter ce jeu-là. La politique n'est pas faite pour les politiciens. Et même dans la République démocratique, je me demande qui est politicien réellement. Parce que Bati n'a pas commencé en tant que politicien. La société civile n'est pas politicien. Je suis avocat. Ayez une profession. Ayez une formation par où vous gagnez votre vie. Et puis, travaillez pour le Congo. C'est pour cela que Dr Denis Mukwege, pour nous, paraît être la bonne carte. Parce que justement, nous ne voulons pas de langage politique. Il s'est déjà distingué dans un domaine. Et il a toujours. Et d'ailleurs, quand vous parlez des accords dénoncés, il en a dénoncé des accords. Mais c'est parce qu'il n'était pas audible. On ne l'entendait pas. Il est devenu audible quand il a le prix Nobel de la paix. Parce qu'avant, quand il dénonçait, on ne l'entendait pas. Un médecin du fin fond de la brousse là-bas, où on assassine des gens, qui va l'entendre? Lorsqu'il plaide pour des victimes, qui va l'entendre? Mais lorsqu'on a un prix Nobel de la paix, les Occidentaux vous considèrent. Et lorsqu'ils vous changent avec vous, ils voient finalement que vous avez de la matière. Et même mieux, mais certaines matières dépassent même certains de leurs ministres. Il n'y a pas de complexité à avoir à l'égard des Occidentaux. Mais eux, au moins, ils investissent en leur armée, ils investissent en leur personnel, ils investissent en leur population. Il faut les former, cette population. Alors, comment voulez-vous qu'on se projette? Je suivis l'ami, il parle du rejet du pouvoir. Oui. Non, en toute modération, ne faisons pas les incartations. Le rejet sera calculé, sera quantifié comment? Le Congo est grand. Un scientifique, pour qu'il ponde une telle conclusion, il faut qu'il ait été pratiquement dans toutes les provinces. Mais je ne vois pas mon ami avoir été dans toutes les provinces. Il parle même de Denis Mukwege. Quand vous arrivez chez moi là, Denis Mukwege, c'est qui? On ne comprend pas. Et c'est une personnalité que j'ai toujours beaucoup respectée, moi. Mais le terrain qu'il a choisi, je crois que ça ne va pas l'honorer. Oh. Parce que, oui, justement. On va c'est pas honorable. La politique, la politique, c'est pas honorable. Non. Attendez, ça ne va pas l'honorer parce que l'image qu'il a créée, n'est-ce pas, a été de ces rares d'entre nous qu'on pouvait considérer. C'est un scientifique qui parle. Mais maintenant, il a accepté faire la politique. Et vous savez, le monde de la politique, c'est pas un monde du vrai. Tous les coups sont permis. Ah oui, c'est pas un monde du vrai.
trop de réalité là-dedans. On va gratter même dans sa vie privée, et ce qui pourrait même mettre en cause certaines considérations sur sa personne depuis tous ces temps. Les mythes qui a été créé autour de sa personne. Pas longtemps, il a parlé contre un général ici, Ndirou. Oui. Mais moi, je suis allé investiguer sur Ndirou. Oui. Toutes les allégations avancées par docteur ne sont pas vraies. Non, excusez, j'ai même son identité. Moi aussi. Son origine, là où il est né, les noms de ses parents, Oui. quand est-ce qu'il est entré à l'armée, les différents grades qu'il a pu avoir. Il est d'où précisément? Oui, il est de l'Ituri, Oui. du village Irumu, Oui. C'est un Emma. du territoire, enfin, qu'est-ce que je dis? Il est Emma, effectivement. Il intègre l'armée en 99. Il a occupé de hautes fonctions. 98, 2004, plusieurs fois commandant. Oui. 2007, 2014, commandant à Kitona. Kitona ici. 2014 et 2017, commandant second à la 11e région militaire de Bandundu. Oui. 2017-2018, commandant second chargé des opérations à Goma. Oui. 2018-2019, commandant secteur opérationnel Nord Kivu à Goma. 2019-2020 à Beni. Okay. 2020-2022, commandant second chargé des opérations et renseignements à la 2e zone de secteur de Lubumbashi. Je suis d'accord. Non, attendez, mais la manière dont il a présenté son identité, comme si c'était rwandais. Non, attendez, non. Non, attendez, moi je pense. Vous allez parler. Moi je pense, parce que le monsieur en question, même dans l'opération qui a consisté à vaincre le M23, il a été la 2e personne. Il a joué un rôle important. Un rôle très important. Il y a un conflit, je ne sais pas si Dr Mukwege est de quelle tribu, sa tribu c'est la tribu de Dr Mukwege. La tribu de Dr Mukwege. Parce qu'il y a un conflit entre les Emma, de l'Ituri, oui, et les autres qui sont du Nord Kivu. Exact. Et voyez-vous, et même dans l'armée, dans l'époque de Kabila, ceux de Ituri ne gagnaient pas assez de postes. Et il le sait parce que c'est... Bon, il y a un concept là, je ne vais pas employer. Et donc le monsieur, substantiellement, c'est un militaire qui a prouvé de quoi il est capable dans la défense des intérêts du pays. Mais le docteur l'a dénaturé, a vendu une très mauvaise image de la personne. C'est de la même manière que j'entends ici, lorsqu'on parle même de Félix Tshisekedi, ce n'est pas de cette manière. Alors, si lui peut bénéficier le respect des autres, et que si lui-même ne sait pas respecter les autres ne sont pas le respecter. Alors, voyez-vous, et donc ici, il n'est pas qu'il ne croit pas parce qu'il a eu prix Nobel qu'il est donneur de leçons à tout le monde. Non. Merci. Non. Et on l'a toujours dit aussi, n'est-il pas dans ce complot international avec les firmes internationales pour certains objectifs? Vous le savez? Je veux revenir alors, si vous voulez, on prend encore rendez-vous. Je viens, ne faut pas me fatiguer. Je viens cette fois-là de manière plus explicite sur ces relations, n'est-ce pas, avec les grandes puissances. Qu'il soit ce qu'il est et qu'il fasse ce qu'il fait souvent sans que vous et moi nous soyons à mesure. Précise si tu as précisé. Non, mon cher ami a tout à fait vrai, mais je pense que il n'est pas né en 1999. Non. Oui, il n'a pas dit né. Il a commencé par dire. Il a commencé en 99. Il a commencé en 99. D'accord. Moi, j'ai commencé par vous dire qu'il n'est pas né en 99. Dr Denis Mukwege a dit, celui on ne peut pas mettre à la tête de cette province, de cette ville, c'est lui qui vient du groupe rebelle. Vous savez qu'il a été à côté, il a été dans le groupe des Terminators. Il était à côté de Tangana. Bosco Tangana. Oui, tu sais ça? Vous auriez dû bien chercher. Vous auriez dû encore chercher qu'il était proche de Banyamulenge. C'est-à-dire qu'à un moment, en tant que des groupes ethniques, il a eu à jouer ce rôle-là auprès des groupes rebelles. Il était là. Il faudrait bien chercher. Donc le docteur, il est dans le fait, il est arrêté. Il est vrai. Mais le secrétaire général de l'armée congolaise, c'est normal qu'il travaille avec lui. Bosco Ntaganda était général de l'armée congolaise. Non, avant de devenir,
Moi, je ne veux pas... Avant de devenir, il était où? Non, mais même, écoutez, s'il vous plaît, soyez C'est ça. calme. N'est-ce Bosco pas Tanganda, avant de devenir, il était au Rwanda, c'est un Rwandais. N'est-ce pas que tout a été prouvé que Bosco était Rwandais? Rwandais. Il était Rwandais. Voilà, Voilà. merci. Il est entré avec la FDL, avec les Kabila ici, ils sont entrés. Sur Je vous ça, dis, au Et moins, c'est Kabila qui a nommé ce Rwandais On Bosco Tanganda distingue comme l'armée général. régulière des groupes armés. Oui. Il faisait partie des groupes armés. Ça, c'est un fait. Et donc, je vous dis sincèrement, prenez encore votre temps d'aller faire des recherches sur Google. Google vous donnera suffisamment de plus d'informations avec des actualités. Hein. Cherchez bien les informations et les implications. Non, mais moi, j'ai présenté. Oui, vous me parlez. Je vous ai dit, vous avez commencé en 1990. Moi, je vous dis qu'il n'a pas commencé ses faits de guerre en 1999. Quand il y en a Quand encore. vous êtes en train de passer des parce passages... que toutes les allégations de Dr mon Mukwege, cher, j'ai essayé de chercher, je n'ai pas retrouvé ça. C'est comme ça que je c'est suis ça qui est allé dommage. exposer cette question c'est que ici. vous êtes un peu en retard. Ben, voilà, moi je vais vous donner des informations. Oui, là-dessus. d'accord. Donnez-moi une seconde. C'est très important parce Oui, que nous parlons pour la Allez-y nation. très vite. Il est ici, Ndourou est issu de l'ethnie Yepan, un ancien rebelle de RCD, KML, puis de l'Union des Patriotes Congolais, EPC, et de sa branche militaire, de la Force Patriotique de Libération du Congo, FPLC, dirigée par Thomas Lubanga. On commence par là. Ce n'est pas l'armée régulière. On commence par là. Allons-y. D'accord. Il a servi au sein de RCD-KLM, l'armée populaire, au sein, je l'ai dit, sera comparé dans la FRDC à la suite du processus de brassage opéré par les éléments de l'armée royaliste. Là, le brassage commence. Mais d'où retenez aussi que avec Est-ce que quelqu'un était l'État RCD-KLM, rébellion armé ça fait quoi? quasiment monolithique, constitué des ressortissants de l'ethnie Emma, appuyé par l'armée ougandaise, où a évolué également un autre chef de guerre, Bosco Tangana. Avec Bosco Tangana, il était dans le groupe rebelle pour quasiment composer des Emma. Donc, ce n'est pas une personne... Quand vous êtes de là-bas, Dr Denis Mukwege de Bukavu, il est né à Bukavu. Il connaît toutes les péripéties, toutes les réalités là-bas. Quand il parle en connaissance de cause. Il ne dit pas que... Il n'est pas l'époque en connaissance des causes. Il parle avec l'expérience en connaissance de cause. Il laisse les sentiments maintenant. Là. Non, connaissance de cause. Vous savez, un sentiment, ça ne va pas dans le communiqué de presse. Hein. Vous savez très bien. Parce que le communiqué, ce n'est pas vous qui le faites, vous le faites avec nous autres qui avons correctement étudié, on a du mal à parler parfois, ou même s'il a mal fait, parler contre Mukwege. Mais lorsqu'il s'exerce dans ce jeu, donc mais ils sont obligés, au fait. Non, mais il a menti. Je viens de vous Il démontrer a le menti contraire. parce que je vous démontre ici, excusez. Moi, je vous démontre le contraire. Bosco Ntaganda, c'est un militaire. Vous êtes en train de réécrire l'histoire. Non, je n'écris pas l'histoire. Vous êtes en train de laver les entrailles Non, des au groupes armés. contraire. J'explique que le cas Bosco Ntaganda, c'est un Rwandais, n'est-ce pas, qui a bénéficié des promotions militaires ici. Et il était dans la composition militaire. Quand est-ce qu'il vous êtes son collaborateur, vous êtes congolais ici. Quand est-ce qu'il en a bénéficié? Mais pendant qu'il était au Congo. Oui, mais quand? C'est-à-dire qu'avant d'arriver à ce poste-là, vous aviez déjà tenu les armes. C'est ça que vous ne comprenez pas. Merci. Il y a une période avant. Excusez. C'est pour ça que je vous dis qu'il a pas même 1999. Le Bosco Ntaganda est venu tenir. Elle est venue de l'avion de Rwanda jusqu'ici. Excusez, je vous explique. Oui, ils sont entrés avec la FDL, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui. Ils vont commencer à travailler comme militaires. Oui. Ils sont rentrés au RCD, mais Bosco n'était pas au RCD. Bosco va se retrouver dans la composition de CNDP. CNDP d'abord. Alors, ne parlez pas tous au même moment. Chuter sur les... L'UPF était soutenu par l'armée ougandaise. Attendez, chuter sur ce dossier, il chute et on désannonce l'émission par rapport à Bosco Ntaganda. Tshisekedi n'a pas regretté la rupture avec Joseph Kabila de manière qu'on peut interpréter autrement. Oui. Nous n'avons pas connu dans le passé l'alternance au pouvoir. Et on devrait être... On a un président en exercice, on a un ancien président qui se rencontre de temps en temps, qui échange des expériences. Oui. C'est dans cette logique qu'il a voulu démontrer. Mais aussi, il ne faut pas croire que nous commençons le pays aujourd'hui où on ne peut pas toujours ne pas penser au passé. Le passé nous permet de bien comprendre le présent afin d'envisager l'avenir. Oui. Mais vous n'allez pas créer une rupture. Mais vous l'avez créé? Non. Attendez qu'il termine. On ne peut pas créer la rupture. Parce que je suis dans vos propos lorsque vous aviez dit on est dans le passé, on est dans le passé. Mais le passé, il faut se référer au passé pour comprendre le présent afin d'envisager l'avenir. Et donc, ici, la question de l'Est, nous avons dégagé des responsabilités au niveau international. Nous avons dégagé des responsabilités au niveau national. Mais au niveau national, j'ai bien voulu et j'ai aimé parce que nous avons incité sur la construction du sentiment patriotique.
c'est dans cette construction-là que nous aurons une synergie, nous serons unis, et ça nous permettra, dans tous les actes que nous allons prendre, avoir cet aspect des choses en tête pour ne travailler que pour le pays et pour l'intérêt de celui-ci. Et donc, toute posture qui irait plutôt dans le sens de travailler pour les autres sera considérée comme une trahison. De ce fait, aucun Congolais ne sera accepté. Et je veux insister pour dire qu'évitons le discours, et je le dis, qui nous divise souvent, et cela habite dans nos subconscients, et nous allons agir parfois sans le savoir, alors que quand nous véhiculons de tels discours de séparation, de tribalisme, ainsi de suite, ce n'est pas une bonne chose. Hier, on n'a pas dit, aujourd'hui, on le dit. Lorsqu'on le dit aujourd'hui, on peut déduire que simplement parce qu'on n'aime pas telle ou telle tête. Alors là, ce n'est pas une bonne chose. Merci. D'abord, je termine en disant que, d'abord, Dr Denis Mukwege, qui est professeur, qui est quelqu'un de très intelligent, quand il parle de Ndourou, il est dans les faits. Ndourou, il n'a pas été formé en République démocratique du Congo, il a été formé en Ouganda, d'accord. Et par l'UDPDF, après sa défection de RCD, c'est-à-dire il était déjà dans un groupe rebelle, il est parti se faire former là-bas. Et après, il s'est intégré par l'UPC et notamment dans Jean Bosco. Donc, c'était un rebelle. Et à l'Est, les faits posés à l'Est qui ont fait qu'aujourd'hui les gens de l'Est le connaissent. Nous ne connaissons pas. Nous avons vu, vous avez vu que nous avons tendance ici à décorer les généraux. Mais je suis quelque peu déboussolé par l'analyse. Lui, il est rationnel, il est intelligent. Vous avez une mémoire sélective. Le passé dont vous parlez, vous choisissez les passés qui vous intéressent. Et puis moi, je m'étonne de dire, où est-ce qu'il est marqué que forcément, l'ancien président, le nouveau président doit travailler avec les anciens collaborateurs de l'ancien président. Ou bien doit travailler avec les partis politiques de l'ancien président. Vous travaillez selon la Constitution, selon la forme. Et vous êtes vous-même à l'origine de la rupture. Une rupture brutale, une rupture même nous regrettions, parce que nous n'avions pas intérêt, en tant qu'ancien chef d'État, monsieur le sénateur Joseph Kabila méritait tous les égards nécessaires. Nous devions prendre en considération son intégrité physique, son intégrité patrimoniale. Et aujourd'hui, c'est vous qui continuez avec cette guerre. Vous dites non, nous avons une mémoire, nous ne voulons pas. Mais non, vous en êtes à l'origine. Les troubles qui sont passés pendant 2 ou 3 ans, les guerres politiciennes, vous en êtes à l'origine. Alors que nous regrettons, nous disons que oui, Dr Denis Mukwege va venir dans ce monde sale, dans ce monde où il n'y a pas de respect des valeurs, des principes, il va se combattre. Il n'a rien à cacher. Mettez-le à nu, mais ce n'est pas vous qui placez des gens, mais c'est la population congolaise. La population est témoin de son passé. La population est témoin de ses œuvres. La population est témoin de ses engagements jusqu'à aujourd'hui, sans intérêt. Et aujourd'hui, si on regarde ce qu'il a posé avec ses propres moyens, avec son intelligence, avec ses études, qui aujourd'hui au pouvoir peut prétendre qu'il en avait fait autant que lui? Qu'est-ce qu'il a fait autant? S'il a un hôpital, il n'a pas un hôpital. Il peut avoir un cadre. Non, l'émission pratiquement terminée, nous sommes là dans les c'est ce que j'ai dit. Il peut avoir un cadre vous êtes en train de je vais vous aider. Les élections arrivent. Je veux qu'il prouve comment il sera élu. À ce moment-là, on va l'applaudir. Avant qu'on arrive à ce stade-là, vous ne voulez pas le chanter. D'abord, il n'en a pas un hôpital. Des hôpitaux, il y en a quasiment sur tout le territoire national. Non, il n'est pas chez moi. Il n'est pas dans le Sankourou. Il y en a quasiment sur tout le territoire national. Dans le Sankourou, vous devez prendre des informations. Non, on va vous aider si vous voulez. Après, je vous donne l'adresse. Dans le Sankourou, il n'est pas là. On va y arriver. Les soins gratuits, il les apporte aux victimes. À Kinshasa, ici, je veux avoir un centre simplement parce qu'on s'approche des élections. Non, c'est parce que vous ne le connaissez pas. C'est parce que vous ne le connaissez pas. Non, le centre, vous ne le connaissez pas. Soyez quand même sincère là-dessus. Ça ne coûte rien d'être honnête là-dessus. On y arrive. Et de deux, aujourd'hui, vous ne savez pas ce qu'il investit dans ce que les gens qui ont subi la guerre réintègrent la société. Et c'est ça le travail silencieux d'un homme conscient. Je ne refuse pas. Non, vous dites qu'il a fait quoi? Non, je ne refuse pas. Mais n'exagérons pas. Permettez qu'il termine parce que là, en dehors de cet aspect. Je veux exagérer parce que je me demande, en République démocratique du Congo, qui y a l'aura du docteur Denis Mukwege par son combat international et par son combat local. Sans l'argent du public. Moi, je parle sans l'argent du public. Mon frère. Sans l'argent de la politique, parce que l'argent de la politique démocratique. Je ne refuse pas qu'il ait fait ça. C'est bon. Mais n'exagérons pas à travers le pays. On doit exagérer parce que c'est le prix Nobel. Vous voyez le Mukwege là, allez chez moi avoir une fois. C'est le seul prix Nobel de la paix que nous avons. C'est la fin qui justifie les moyens. C'est ça le problème des élections. Ça n'empêche pas d'avoir de la moralité. Moi, je veux
voir Mukwege savoir battre campagne et expliquer ce qu'il a fait. Nous battrons capables. Nous battrons capables. Permettez-moi, mais je ne le vois pas. Mais Je ne le vois pas. Rassurez-vous. Il resterait dans son laboratoire en train de concevoir. Nous allions pas un laboratoire. Mais alors, ce qu'il fait, non, laboratoire, c'est une manière de. Permettez que je C'est une dise expression péjorative, comme pour dire dans son hôpital en train de faire son travail. C'est comme ça que Merci je dis. beaucoup. Mais prétendre, en tout cas, gérer comme il gère toutes ces personnes. ne sera pas à mesure. Mais je ne sais pas, on peut avoir que les prétentions de gestion comme président de la République. Merci. Parce que si vous posez la question du président actuel, qu'est-ce qu'il avait comme prétention et quelle qualité pour pouvoir gérer la République démocratique du Congo? Je l'attends après les élections. Le résultat en est là. Merci Les beaucoup. bisous dans les stades et les fêtes. Merci On beaucoup. en est là. Merci beaucoup. Il y a une expression qui m'a fait rire. J'ai pensé à mon ami Patrick Lucas, laborantin. Alors, c'était Opinion croisée. Vous pouvez retrouver cette émission en rediffusion ce soir à 21h30 sur Perfect Télévision. Sur notre chaîne YouTube également, Peter Tiani, RDC Télévision. La même émission, vous pouvez la suivre en rediffusion ou en boucle sur nos chaînes partenaires, notamment Nyota Télévision et autres. Les extraits de cette émission, vous pouvez les couper et partager. Je vous retrouve jeudi avec d'autres invités, avec le même plaisir. Avec les Nico. Avec l'homme du peuple, le procureur près le peuple. Allez, Merci. au revoir. Au revoir.